Je suis le président du concours Élisabeth depuis 2025. Avant, j'ai été au conseil d'administration de celui-ci et au comité exécutif, qui est vraiment l'organe le plus actif, disons, dans l'organisation du concours depuis 1995. J'ai quand même une longue histoire au travers de la musique classique puisque j'avais créé en 1982 les Jeunes Amis de l'Opéra. Alors des anecdotes au sujet du concours, j'en ai évidemment de multiples et variées, mais je dirais que pour moi, les grands moments, c'est 1975, lorsque c'était le concours de piano de 1975. En finale, il y avait une série de Russes et une série d'Américains. On était en plein pendant la guerre froide. Et je me souviens encore l'excitation, dans le bon sens du terme, autour du résultat. Et parmi les 4 premiers, il y avait 3 Russes, dont Mikhail Feierman, qui avait remporté. Donc, on sentait vraiment cette tension qui existait, bien sûr, à l'international et qu'on a pu retrouver au sein du concours Élisabeth. C'était vraiment la période où le concours Élisabeth était une sorte d'illustration de ce qu'était la guerre froide. J'en ai beaucoup d'autres, évidemment, des amitiés qui sont nées au travers de premiers ou voire d'autres lauréats qu'on a accompagnés. Par exemple, Abdelrahman El-Bacha, gagné un concours au début des années 80 de piano. J'ai aussi un autre pianiste avec lequel j'ai établi une relation très très étroite, qui est Franck Bralet. Et puis il y en a de multiples et variés, mais ça, on pourrait rentrer dans les détails de chaque relation que nous avons pu nouer avec ces lauréats ou avec ces concurrents qui passent finalement au départ une semaine s'ils sont éliminés en première épreuve, 2 semaines à Bruxelles s'ils sont éliminés en demi-finale, 1 mois et même plus évidemment s'ils sont lauréats, puisqu'après les résultats du concours, ils vont continuer à se produire en Belgique au travers de multiples concerts. En fait, l'histoire familiale du concours Élisabeth est assez simple, puisque avant la Deuxième Guerre mondiale, mon grand-père connaissait la reine Élisabeth. C'était l'époque où non seulement il y a eu la création du concours Eugène Ysaÿe en 1937 violon et en 1938 pour le piano, et qu'en plus de ça, en parallèle, mon grand-père a participé activement à la création de la chapelle musicale Reine Élisabeth. Et puis puis il y a eu évidemment l'arrêt de la guerre et de post-guerre. Et en 1951, la reine a souhaité relancer l'initiative autour d'un concours international. Et c'est à ce moment-là que mon grand-père lui a proposé de créer le concours Reine Élisabeth, dont il est devenu président. Donc c'était au nom de la reine. Et mon grand-père est resté président jusqu'à son décès en 1981. Puis ce fut Paul Paling jusqu'en 1987. Puis ce fut mon père qui fut président de 1987 à 2014, son décès. Puis Jan Huyghebaert a succédé à mon père en 2014 et moi je viens de succéder il y a 1 an maintenant à Jan Huyghebaert. Voilà un peu toute l'histoire familiale. Donc on est extrêmement impliqué dans le concours Élisabeth qu'on connaît relativement bien. On connaît bien non seulement l'organisation, j'imagine qu'on en reparlera, mais aussi évidemment tous les acteurs qui gravitent autour du concours Reine Élisabeth. La spécificité du concours Reine Élisabeth par rapport à d'autres concours est triple. La première, c'est l'implication du public en général. Et la meilleure illustration de cette implication du public, ce sont les familles d'accueil. Il n'y a aucun autre concours où nous avons une famille d'accueil qui va pendant 1 semaine si le candidat est éliminé en première épreuve, 2 semaines s'il est éliminé en demi-finale, et beaucoup plus longtemps s'il reste jusqu'en finale, parce qu'après il l'accueille très souvent pendant de nombreuses années. Je prends toujours l'exemple de Franck Bralet, qui a été hébergé dans une famille, et chaque fois qu'il vient à Bruxelles, il va encore dans cette famille. Donc il gagne le concours en 91, et il est toujours hébergé dans cette famille d'accueil. Donc il y a un très fort lien qui s'établit. Donc le public est évidemment un premier élément. Le deuxième élément, évidemment, c'est la diffusion au travers des médias de la musique classique. Si on peut... vous le voyez bien, à partir de lundi 4 mai, nous avons le début du concours Reine Élisabeth et on va avoir une effervescence. Et moi, en tant que président, je vois bien les gens que je rencontre, que ce soit au supermarché, qui me connaissent. Ah, j'ai vu, le concours a démarré. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai engouement du public
autour de la musique classique. Et souvent des gens qui n'ont pas l'habitude, soit d'écouter de la musique classique, soit d'aller au concert. Là, pendant cette période, il y a une espèce de sacralisation de la musique. Donc, rien que ça, on peut dire que c'est tout à fait extraordinaire. Et alors, le dernier point qui est important, à mon avis, c'est sa longueur. Si vous comparez le concours, par exemple, Van Cliburn, dont on a beaucoup parlé l'an dernier, parce que maintenant, pour des raisons liées au Covid, il est concomitant au niveau annuel du concours de piano, concours Reine-Élisabeth. Celui-ci est beaucoup plus court, il y a moins de lauréats. Ici, vous avez une période de 4 semaines, première épreuve. En fait, c'est 4 épreuves, parce qu'il y en a une que vous ne connaissez pas, qui est l'épreuve de présélection, qui se passe en janvier, qui se fait sur vidéo, et où on sélectionne sur 200 ou 300 candidats, une soixantaine, un peu entre 60 et 70 candidats, qui vont venir jouer la première épreuve. Donc ça, c'est la première épreuve, du 4 mai au 10 mai. Puis la deuxième épreuve, la demi-finale, c'est l'épreuve peut-être la plus intense, puisque le candidat aura joué d'une part un récital de 40 à 45 minutes, et 2-3 jours après ou 3 jours avant, il devra jouer un concerto de la fin du 18e, ici en l'occurrence un concerto d'Anton Kraft ou de Michael Haydn ou de Hoffmann. Donc ça veut dire que ça c'est très très intense, puis il y a la semaine où ils vont apprendre le concerto imposé, ils vont le faire à la chapelle, seront totalement isolés, et puis on terminera avec cette semaine de finale évidemment. Donc c'est très très long, très intense. Ça nécessite de leur part une extrême expérience, on en reparlera certainement, mais aussi une capacité de résistance qui n'est pas commune, évidemment, chez l'ensemble des pianistes, violonistes, violoncellistes et chanteurs. Sur le règlement du concours qui fait l'objet de beaucoup de discussions, premièrement, je dirais que celui-ci est éprouvé depuis maintenant 75 ans. Il a été adapté de façon très fine chaque année, un peu comme la loi, les lois ont fait parfois quelques ajustements. Mais il y a 2 règles cardinales. La première, et qui est très très importante, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de débat entre les membres du jury. Et je ne cesse de le répéter, ça veut dire que s'ils débattent entre eux, ils dérogent à la règle qui leur est imposée. Donc ça, c'est numéro 1. Donc il n'y a jamais de débat. Ils remettent des cotations, et ça, c'est la deuxième règle. Et ensuite, avec les cotations et des appréciations, nous établissons un classement qui nous permet de qualifier 24 candidats pour la première épreuve, puis ensuite passeront en demi-finale, puis ensuite de la demi-finale à la finale 12, et puis ensuite nous faisons le classement. Alors comme vous le savez maintenant, depuis une bonne quinzaine d'années, il n'y a plus de classement des 12 en finale, mais on n'en classe plus que 6, les 6 derniers étant dits non classés, ou en fait sont simplement lauréats, mais ne sont pas lauréats classés. Donc, sur le règlement, je retiendrai 2 choses, c'est pas de discussion et c'est notation et point. En première épreuve, ils peuvent noter de 0 à 100, en deuxième épreuve, ils peuvent noter de 50 à 100 et en troisième épreuve, de 60 à 100. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a tout un système qui nous permet d'abord de un tout petit peu corriger les extrêmes, et deuxièmement, on a un autre système qui nous permet, lorsqu'il y a un professeur d'un candidat qui est dans le jury, il ne note pas pour celui-là et il va avoir une note qui sera la moyenne des notes qui sont données par les autres candidats, mais qui sera pondérée par ce que lui a mis à tous les autres candidats. Donc on a observé que c'était une manière d'être un peu plus juste et un peu plus correct par rapport à ce qui se fait. Donc le règlement est... J'aime bien dire ça, c'est le moins mauvais règlement qu'on puisse avoir. Nous sommes copiés dans le cadre d'autres concours internationaux. Ils copient notre règlement, en tout cas une bonne partie, parce qu'ils se rendent bien compte qu'on l'a éprouvé et que notre expérience montre que c'est la moins mauvaise solution. Alors, je reviens peut-être juste sur les débats, parce que c'est une grosse discussion que nous avons souvent avec les membres du jury et avec la presse en général, qui nous demande pourquoi est-ce que nous n'avons pas des débats entre les membres du jury. Je peux vous garantir, et ça reste évidemment des secrets, nous ne les dévoilons pas, mais qu'il peut y avoir entre les membres du jury des visions, des appréciations tout à fait opposées. Et donc, si on les met dans une salle comme celle-ci et qu'on leur demande de débattre
on va avoir des critères qui seront complètement différents et donc on va partir dans une discussion qui sera en fait totalement inutile. Et la deuxième raison pour laquelle on a vraiment voulu avoir cette règle du non-débat, c'est parce que ça permet de respecter chacun à sa valeur. Si vous avez un membre du jury qui est plus loquace, qui a plus d'influence, qui est plus, par exemple, qui peut avoir été le professeur d'un autre membre du jury 20 ou 30 ans avant, on peut estimer qu'il pourrait avoir une certaine autorité sur lui. Donc c'est la meilleure manière, c'est vraiment que chacun puisse voter en âme et conscience. Vous me demandez pourquoi on a intégré si tardivement le violoncelle. Moi, je vous dirais pourquoi avons-nous intégré le violoncelle dans le concours. Début des années 2000, ou plutôt vers 2005, il y avait un très très grand concours de violoncelle qui était à Paris, qui s'appelait le concours Rostropovitch, du nom du très très grand violoniste, qui s'est arrêté au milieu des années 2000. Et là, on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une place pour nous de faire un concours de violoncelle? Et là, on a mis en place une commission qui avait pour but non seulement de réfléchir, mais aussi de questionner les experts internationaux du violoncelle, pour savoir si ça avait un intérêt et s'il y avait le répertoire. Les commissions sont réunies, c'est toujours intéressant d'avoir du temps. Et puis finalement, début des années 2010-2011, la décision a été plus ou moins prise. Et finalement, en 2012, ou 2012-2013, elle a été arrêtée. Et vous savez qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas tout de suite décider de faire un concours l'année d'après. Et donc, pour des questions de calendrier, la première édition a été en 2017. Alors, des questions intéressantes. La place pour le violoncelle, il y en a. Vous savez que dans les orchestres, il y a moins de violonistes que de violoncellistes, mais il y en a. Un nombre certain, ça dépend évidemment du concerto qu'ils doivent jouer. Ils ont un rôle majeur dans les quatuors, évidemment. Mais ce qui était pour nous important, c'est de savoir est-ce qu'il y avait un répertoire, et surtout un répertoire pour la finale. Et de façon très intéressante, il y a évidemment un répertoire beaucoup plus limité que le répertoire qu'on a pour le piano, avec du Chopin, avec du Tchaïkovski et ainsi de suite. Là, on est plus limité pour le concours, pour le répertoire romantique, on va dire, du 19e siècle. Pour le 20e siècle, début du 20e siècle, on a vu maintenant que les concerti type ceux de Shostakovich sont devenus cardinaux, et ils sont d'ailleurs énormément choisis par les candidats parce qu'ils estiment que c'est un concerto, des concerti très intéressants et qui leur permettent peut-être de bien se positionner. Mais là, le grand intérêt, c'est qu'on a vu de plus en plus de la part des membres des candidats un choix qui s'oriente vers la deuxième partie, voire le dernier quart du XXe siècle. Et c'est ce qui s'est passé lors du dernier concours avec la gagnante, qui était une Coréenne, Poi, qui a gagné avec un concerto de Lutosławski qui a été composé en 1971. On a par exemple ce merveilleux concerto de Dutilleux, que j'ai encore entendu il y a quelques semaines et qui est vraiment d'une beauté et qui met en valeur le violoncelle. Et je pense que ça, c'est aussi une preuve de l'ouverture du concours Reine-Élisabeth à la musique plus contemporaine, pouvant aussi amener un public un peu différent, un public plus jeune. Et donc, moi, je suis extrêmement satisfait de... Alors, pour expliquer en fait la chose, c'est compte tenu du fait qu'il y a peut-être un moins grand répertoire fin du 19e, début du 20e siècle. Certes, il y a le concerto de Schumann, il y a le concerto de Dvorak, il y en a un certain nombre, mais ça permet aux candidats de s'ouvrir déjà vers la deuxième partie, ou en tout cas vers la fin de la première partie du XXe siècle, Shostakovich, et puis d'aller même plus loin. Je citais Lutosławski et Dutilleux. Donc je pense que ça, c'est un élément qui nous permet à nous d'être novateurs dans ce qui parfois peut être un peu considéré par certains comme un concours un peu vieux jeu. On entend toujours en piano le concerto Tchaïkovski, qu'on n'a d'ailleurs pas entendu l'année dernière. Enfin, donc c'est la preuve que les choses évoluent. Alors, nous n'avons pas d'injonction. Nous ne donnons pas d'injonction aux membres du jury pour leur classement. Là, un certain nombre sont
des vrais enseignants, d'autres donnent des masterclass, et puis d'autres donnent très très peu de masterclass et sont vraiment en l'occurrence des violoncellistes qui ont encore une carrière très active et ils donnent très très peu de cours. Mais ce que moi je leur donne, non pas comme injonction officielle, mais lorsque je parle avec eux, je leur dis, écoutez, voyez aussi le potentiel, pas simplement la prestation, mais s'ils ont fait une prestation magnifique, est-ce que vous voyez derrière un potentiel? Ou s'ils ont fait une prestation qui était peut-être un peu moins exceptionnelle que vous avez entendue en demi-finale, est-ce que vous pensez qu'ils ont du potentiel? Donc ça, c'est un critère, non pas officiel, mais on voit bien que c'est un élément qu'ils prennent souvent en considération. Et puis il y a bien sûr la qualité tout simplement de l'œuvre qui est interprétée, il y a la musicalité et il y a ce qu'ils arrivent à nous faire passer. Quand on va au concert, il y en a qui ne ressentent rien avec tel ou tel artiste et d'autres qui vont immédiatement dire « j'ai été ému aux larmes ». Donc je pense que chaque membre du jury a des critères différents, il n'y a pas de grille qu'ils doivent remplir avec des notations, il y a une note finale qu'ils apportent et chacun va prendre en considération plus une œuvre. Prenons l'exemple de la demi-finale, hein, puisqu'il y a deux parties, le récital et le concerto. Certains vont peut-être dire, moi, s'ils n'arrivent pas à faire un concerto correctement, je ne le prends pas en considération, je ne le mets pas tout en haut, et vice-versa. Ça peut être aussi s'ils ratent complètement une partie importante du récital. Mais c'est ça d'ailleurs qui fait la force, c'est pour ça qu'on a toujours un jury qui est au moins d'une dizaine de membres du jury, qui fait sa force et qui montre qu'il y a une vraie ouverture et il y a une variation, disons, d'appréciation et qui permet d'avoir, in fine, un résultat qui est, certes, pas complètement objectif, toujours, puisque c'est pas une performance sportive, hein, mais ça donne quand même une image de ce que nous attendons. Donc ça, c'est un point important. La résidence à la Chapelle, c'est donc quelque chose que nous avons développé assez rapidement quand la Chapelle musicale a pu, à partir de 1953, héberger 12 lauréats, parce qu'il fallait pouvoir à un moment donné les héberger tous les 12, et puis après, au départ, ils sont que 2, et puis à la fin, ils sont que 2 aussi, puisqu'il y a le décalage sur la semaine, ils rentrent toujours une semaine avant leur prestation. Et donc, l'idée, c'était de voir comment ils sont capables d'apprendre, en venant de zéro, d'apprendre un concerto, enfin une pièce imposée d'une quinzaine de minutes. Parfois, c'est très, très difficile, parfois, c'est plus simple. Donc, ils n'ont pas d'interaction, bien sûr, avec l'extérieur, avec leurs professeurs, avec leurs mentors. En revanche, ils peuvent interagir ensemble. Et on a observé dans les années précédentes qu'il y a eu beaucoup d'interactions, parfois souvent avec l'un qui comprend quelque chose dans l'œuvre et qui communique aux autres, parce qu'ils ont besoin, ce sont des artistes, ils ont besoin d'interagir les uns avec les autres. Et puis ils auront, pendant la période de la préparation, là, ils auront 2 répétitions. Là, ils vont interagir avant les 2 répétitions avec le compositeur ou la compositrice, en l'occurrence ici Nan Fang cette année. Et puis ensuite, ils vont avoir des interactions avec le chef et avec l'orchestre qui va aussi pouvoir les guider. Et c'est vraiment intéressant comme exercice. Alors à côté de ça, il y a évidemment le fait que parfois l'œuvre imposée est plus difficile, plus rude pour l'audience, mais souvent très intéressante d'un point de vue musical. Lorsqu'on discute avec les spécialistes, ils nous disent combien l'œuvre a été justement d'un intérêt majeur pour... Et au niveau des membres du jury, pour revenir à ce qu'on disait, quand vous avez des membres du jury qui sont plus portés vers le 18e ou le 19e, on sent chez eux que, certes, ils regardent la manière dont le candidat a joué, mais ils vont peut-être moins prendre en considération. En revanche, d'autres qui ont cette ouverture vers la musique contemporaine vont peut-être être un peu plus intéressés par la manière dont ils ont pu déceler chez le candidat une manière de préparer et de rendre un concerto. Donc c'est une grande spécificité, c'est notre grande spécificité. Il y a ça nulle part ailleurs. Par exemple, au concours von Cliburn, là, il doit jouer 2 concertos. Souvent, il joue un Tchaïkovski et puis un Chopin. Donc ça n'a rien à voir avec ce que nous produisons ici, ce que nous offrons. C'est souvent... Alors à l'époque,
et ça s'est arrêté il y a maintenant 6 ans, parce qu'on essaie que la demi-finale soit plus intense en musique de chambre avec le récital. Mais à l'époque, ils avaient le concerto imposé, la pièce imposée. Ensuite, ils avaient une sonate, et puis ils avaient le concerto au choix. Et ça, c'était une épreuve de force qui était souvent, chez certains, beaucoup trop lourde, parce que ça durait 1h30 et on se rendait compte que sans arrêt, c'était quasiment pas faisable. Et on a eu quelques personnes qui se sont écroulées simplement physiquement. Et alors ça, on s'est dit qu'on ne pouvait plus se le permettre. Donc, votre question est relative en fait à la vie d'artiste en général. Et nous avions, ma mère avait une grande amie pianiste qui s'appelait Ingrid Hebler, qui était la grande spécialiste autrichienne de Mozart. Et elle venait tous les ans, ou disons 2 fois par an, donner un concert ici à Beaux-Arts. Et elle logeait chez nous, parce que c'était une grande amie de ma mère, donc elle logeait dans une petite chambre. Elle me disait « Tu veux pas aller à l'hôtel ?» « Non, non, j'adore être chez vous. » Elle utilisait le piano de la maison. Et évidemment, moi j'avais 11-12 ans, et j'allais l'écouter d'abord quand elle répétait, et puis je lui posais beaucoup de questions, on dînait avec elle. Et alors un jour, je lui ai posé « Mais tu habites où ?» Et elle m'a répondu « J'habite à l'hôtel. » C'est resté dans ma mémoire, cette histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme un sportif de haut niveau, le tennisman Djokovic, comme les autres grands artistes, quels qu'ils soient, ils vivent souvent en voyage dans un hôtel pour préparer, pour répéter, pour aller à un concert. Surtout aujourd'hui, puisque les disques et la diffusion au travers des disques ne leur permettent plus de vivre, à part quelques cas bien particuliers. Donc ils sont obligés de se produire dans des salles de concert. Et donc, ce que vous mentionnez, c'est-à-dire la difficulté, la longueur du concours, c'est ce qu'ils vont avoir dans leur vie professionnelle. Là, je discutais avec un chef il y a quelques jours, à l'issue d'un concert, j'allais féliciter, et puis il me dit, je dis « Ah, ça va, tu te prépares ?» En l'occurrence ici, le chef de la demi-finale, Vahan Mardi-Rossian, et je lui dis « Alors, ça va, c'est demain. » Entre maintenant et le début du concours, la demi-finale, c'est-à-dire le 10 ou le 11 mai, sache que je dois partir là et là. Cette nuit, je vais pour faire une répétition dans le sud de la France. Enfin, donc, ça veut dire qu'ils ont une vie qui est une vie de nomade. Et donc, pour eux, le fait de passer par un concours, c'est une manière de démarrer une vie qu'ils vont avoir s'ils veulent faire cette carrière au sommet, s'ils y arrivent, la plus difficile possible, et qui sera une vie difficile. Et donc, ils ont des moments exceptionnels, mais il faut qu'ils sachent que ça va être difficile. Et c'est pour ça que le concours est une très très bonne formation. C'est un très très bon exercice, j'allais dire une étape initiatique nécessaire à leur avenir et à leur parcours professionnel. Donc, l'impact qu'aura le concours sur, on va dire, les lauréats en général. Parce que, moi je le vois, j'ai quand même la chance d'aller à beaucoup de concerts, et d'aller à beaucoup de concerts à l'étranger, et surtout quand j'ai la chance de voir ou d'entendre un ou une ancienne lauréate du concours, ils vont indiquer dans leur programme, dans leur CV, dans leur biographie, ancien lauréat du concours. S'ils ont été premiers lauréats, ils vont indiquer premier lauréat, mais sinon ils mettront lauréat du concours Élisabeth. Donc, le concours, déjà, est un viatique, comme d'autres concours. Alors, j'aime pas dire qu'on est le plus grand concours au monde pour le violon, le violoncelle ou le piano. En tout cas, on fait partie vraiment du top au niveau des concours. Après, on va laisser d'autres le dire. C'est normal que le président peut être un peu moins modeste ou plus modeste. Donc, on revient à votre question, c'est-à-dire de l'importance du concours pour leur carrière. D'abord, nous avons maintenant, on empêche les moins de 18 ans de participer au concours, pour plusieurs raisons. Et la première, c'est parce qu'ils n'ont pas encore un répertoire suffisant pour, immédiatement après, continuer de démarrer leur carrière. Nous pensons que ce qui est important, c'est d'utiliser le concours comme tremplin, mais de ne pas faire l'impasse, si nécessaire, sur
voire 2 années dans une école quelle qu'elle soit pour continuer à se former, pour apprendre encore des concertis, pour apprendre de la musique de chambre. Ça dépend vers quoi ils veulent s'orienter. C'est clair que c'est un viatique, mais la carrière aujourd'hui de musicien est difficile. Il y a énormément d'appelés, peu d'élus. Je prenais toujours l'exemple, j'oublie, ce sont des violonistes ou des pianistes. Il y a 30 millions de pianistes ou de violonistes en Chine. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a partout des personnes qui éclosent. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont la chance, quand ils sont bons, de passer à travers toutes les grandes écoles européennes, américaines, où ils vont être bien formés, 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, comme la compétition est grande, avoir en plus ce petit viatique, ce grand viatique, qui est celui d'être passé par le concours Elisabeth, d'avoir été lauréat, est pour eux un atout qu'ils doivent utiliser. Et c'est pour ça que je reviens à l'âge. S'ils sont lauréats trop jeunes, il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils manquent de répertoire et on ne peut pas tout le temps leur demander de rejouer s'ils ont joué en finale et qu'ils connaissent que le concours, par exemple, de Shostakovich pour le violon ou le violoncelle. Normalement, vous avez joué ce concerto-là. Non, il faut qu'ils apprennent et c'est difficile. Il faut qu'ils s'imbibent de la philosophie du concerto, voire de la musique de chambre. Là, on en a un certain nombre qui sont passés par le concours et qui ont fait des carrières extraordinaires. Il y en a d'autres, malheureusement, qui ne sont pas arrivés à faire des carrières extraordinaires. Il y a toujours l'histoire de ceux qui sont même devenus premiers lauréats et qui, après, n'ont pas supporté la pression qui était autour du concours. Il faut dire qu'arriver sur scène au Palais des Beaux-Arts le samedi soir de la finale, être acclamé par 2000 personnes, le lendemain être dans tous les journaux, le surlendemain être à la télévision, à la radio, et puis ensuite donner des concerts un peu partout en Belgique et dans les différents pays avec lesquels nous avons des accords de partenariat, tourner au Brésil, tourner en Corée, tourner au Japon, c'est vraiment très très lourd. Et donc il y a des gens qui ne le supportent pas. Donc ce que je pense, c'est que le concours est un plus, mais il faut qu'ils en fassent quelque chose. Donc ma réponse n'est pas bonne. Non, je le comprends bien. Vous auriez préféré que je vous dise c'est le Graal. Non, ils doivent utiliser cette étape pour pouvoir continuer. C'est comme quelqu'un qui fait un doctorat à l'université. C'est pas pour ça qu'il va avoir la carrière la plus extraordinaire. Ce n'est qu'une étape. Le concours est une étape importante dans la carrière comme d'autres concours, mais le concours Elisabeth, comme je vous le disais, fait partie des grands concours, donc ils savent qu'ils peuvent l'utiliser. Alors évidemment, ils doivent l'utiliser dans les 2, 3 ou 4 ans. Après, à un moment, l'effet sera un peu passé. En tant que président du concours Elisabeth, moi je suis extrêmement heureux et fier. Bon, d'abord, par la tradition familiale, comme je vous l'ai expliqué, de pouvoir maintenant présider au destin de ce concours. On a énormément de défis, des défis entre autres au travers des médias, de la manière dont le concours sera diffusé, de l'intérêt du concours, de le faire évoluer. Il ne faut pas qu'on soit trop archaïque, mais si on réussit le concours, aujourd'hui, si le concours est ce qu'il est, c'est avant tout grâce à une équipe exceptionnelle. Sa secrétaire générale, son secrétaire général, le coordinateur artistique, tous ceux qui sont impliqués dans les médias, dans l'archivage. On a vraiment une équipe exceptionnelle qui est impliquée, qui sait qu'en fait on est comme des Jeux Olympiques. C'est un travail de base pendant toute l'année. Et puis quand on arrive au concours, on commence déjà la présélection, mais sinon, j'allais dire du 15 avril jusqu'au fin du mois de juin, c'est un travail intense et on sent vraiment une abnégation de la part de tous les membres de l'équipe. Et puis, on a beaucoup de bénévoles, pas simplement les familles d'accueil qui sont bien sûr bénévoles, mais aussi des bénévoles en tant que tels qui nous aident pour vendre des programmes, quand vous allez à Flagey, on a toute une équipe là qui vend des boissons à l'entracte. Ce sont tous des bénévoles. Il y a une vraie volonté de tous ces gens de participer à l'histoire du concours. Moi, ça m'émeut terriblement. Alors, je suis évidemment très enthousiaste dans les semaines qui viennent d'écouter de la musique. Parfois, je dois penser à d'autres choses. Enfin, je suis dans la salle, j'écoute de la musique et c'est vraiment mon grand plaisir. Mais de voir autour du concours la manière dont, depuis les bénévoles, toute l'équipe, les membres du jury,
les salles qui nous accueillent, et puis bien sûr les orchestres. Ceux-ci sont, je discutais avec les membres de l'Orchestre royal de chambre de Wallonie il y a 2 semaines, et j'ai discuté aussi avec les membres de l'Orchestre national il y a 1 mois. Ils n'attendent que ça. Ils ont besoin de ça. Ils savent qu'ils vont être mis en valeur aussi, puisqu'ils vont être sur la scène, la télévision va être présente, et ils ont qu'une seule envie, c'est de participer à cette belle histoire qui est celle du concours Reine Elisabeth.